Donc, je m'appelle Aïssar Arida. Je suis là pour raconter une petite histoire en un peu moins que 15-20 minutes, un trajet des dernières 20 années de ma carrière et de mon aventure. Donc, moi, je commence par un petit prélude. Je viens du monde de l'architecture, je suis architecte, j'ai fait mes études à l'université américaine de Beyrouth, et au moment où je terminais ces études au milieu des années 90, Beyrouth était une ville qui sortait d'une guerre civile qui était en pleine reconstruction. Et j'ai très vite compris que même si les études en archi vous faisiez croire que vous êtes le meilleur ninja de design au monde, il n'y a pas vraiment de rôle pour une architecture dans ce genre d'environnement, parce que c'est des forces qui sont bien plus grandes que juste un individu et un ego, quoi. Et je me suis dit, il fallait faire un level up. Il fallait augmenter mon arsenal d'armes pour pouvoir reconstruire cette ville. Donc, je suis allé faire un master en urban design, en design urbain, à Oxford, en Angleterre. À l'époque, c'était la meilleure école de design d'Europe. Et le problème, c'est qu'au Royaume-Uni, ils ne comprennent pas des villes comme Beyrouth. Ils vous apprennent à faire des jolis petits villages anglais, bien prévisibles. Beyrouth, c'est une ville qui ressemble un peu plus à Marseille. Marseille à gauche, Beyrouth à droite, je pense. Et c'est un peu Marseille, mais un peu plus fucked up, je dirais. Et c'est un peu moins keep calm and carry on. Et un peu plus avoid the zombies. Et en ce moment, je pense que c'est avoid the Covid, quoi. C'est une vraie ville. Et du coup, pour me venger, j'ai complètement ignoré ce qu'on essayait de m'apprendre en urbanisme. Et j'ai écrit une thèse sur la physique quantique, plutôt. Et pourquoi sur la physique quantique? Parce que je me suis dit, comment peut-on réfléchir à une ville folle, faite d'énergie et faite de possibilités, et indéterministe. Et j'ai trouvé qu'une façon de le faire, c'était d'aller regarder dans le langage justement de la physique quantique. Pour ceux de vous qui connaissent un peu ces choses, c'est un langage d'énergie, d'interactivité, de probabilité, etc. C'est tout le contraire du langage de la physique classique, qui est aussi le langage qu'utilisent beaucoup les urbanistes et les architectes, au moins à cette époque, pour essayer d'imaginer la ville, comment elle devrait être. Donc c'était un peu du design fiction inversé, c'est-à-dire que je voulais essayer de développer un nouveau outil conceptuel, qui était un langage basé sur la physique quantique, pour permettre à ces urbanistes d'analyser et de réfléchir une ville de façon qu'ils comprennent Beyrouth. Et bon, succès surprenant et immédiat, on me propose de publier un premier livre qui est devenu Quantum City, qui est sorti en 2002. Et quand tu as 30 ans, tu crois que tu vas changer le monde avec un livre. Le monde a changé tout seul, mais le livre a complètement changé ma propre trajectoire. Donc je m'installe à Londres, au lieu de revenir à Beyrouth. Je monte ma première compagnie, QDAR, pour Quantum Development Architecture and Research. Et je passe les 15 années d'après à écrire, à voyager, à enseigner, mais aussi à dessiner des tours, des villes ou des quartiers, des villes virtuelles plutôt. Entre autres, la CMA-CGM, que vous connaissez bien, j'ai fait leur siège social à Beyrouth.
et ça a été détruit la semaine dernière à l'explosion. Et j'ai collectionné mes premiers prix d'architecture et de design, des prix pour le game design, mais aussi les premiers échecs avec mes premières startups. Bref, un jour fatidique, je dirais, je rencontre Sabine, my French woman, avec qui je fais 2 super petites fillettes et on commence à acheter des jouets. Voilà. Fin du prélude. Un jour, Sabine, qui vient de la politique culturelle et qui était en plein PhD en Visual Studies, déclare: nos filles ne jouent qu'avec des mondes importés et des histoires coloniales. Leurs maisons de poupées sont roses, de Miami ou victoriennes. Tu te dis architecte, il faut briser le diktat des producteurs de jouets. Va leur dessiner une maison de poupées libanaise. Et elle ajoute: le Beirut Art Center, un centre d'exposition, veut faire une expo dans 2 mois. Alors bouge-toi. Et je me suis bougé. Voilà. On avait donc 2 semaines pour fixer un concept, 6 semaines pour développer un produit, le fabriquer et installer une expo. Dès les premières séances d'idéation, on décide qu'une maison de poupées libanaise serait encore plus alien à nos filles qu'une maison victorienne. En effet, il n'en restait que quelques-unes dans le paysage libanais. Le caractère de Beyrouth, en fait, n'est pas dans l'architecture de ces immeubles, mais dans les couches d'histoire de la rue. Nous avions notre concept, des maisons de poupées inversées. Au lieu de collectionner des meubles et des canapés d'intérieur, on jouera dehors. On collectionnera des poubelles, des posters politiques miniatures et du mobilier urbain. Je crée ainsi un système modulable qui permet de construire n'importe quel immeuble avec 2 modules de mur et de sol et des façades en carton customisables à l'infini. Ça, c'est un concept. Il restait, je sais pas, quelques semaines pour l'expo. Je réalise aussi que pour faire ces modules en bois à l'échelle d'une maison de poupées coûterait trop cher et serait impossible de le faire à temps. Alors on change d'échelle. On fabrique des moules à injection plastique, on découpe au laser, et au lieu d'une maison de poupée à l'échelle 1/24, qui est une échelle officielle des maisons de poupées, je découvre ça, comme les personnages Playmobil justement, on passe au 1/64e, qui est plutôt l'échelle des voitures majorettes Hot Wheels ou Matchbox. C'est parfait pour une ville pleine de voitures comme Beyrouth. En plus, on a plus de pièces pour le même prix et plus de choses à construire. C'est la vengeance du designer urbain, un jouet en tant qu'infrastructure. 2 semaines avant la date de l'expo, on a un logo, on a un poster rétro, un packaging, un produit, mais rien à exposer. Deuxième idée de génie de Sabine, on invite 40 designers, architectes, artistes et activistes, plus ou moins connus, à créer des choses avec nos pièces, avec notre infrastructure. Et on leur dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ajouter vos propres produits pour en créer quelque chose. Et on a tout, des choses plus laides que d'autres. L'expo était un succès et les meilleures pièces vont se vendre en collectors à $5 000 la pièce.
Ça nous permet de payer les coûts de la production et de monter notre première compagnie ensemble, Urbacraft. Urbacraft décolle et change nos vies. On a vraiment maintenant un logo qui se prend pour un Lego killer. Un peu rétro, en pixel art, les A en forme de nos modules qui s'emboîtent. Le cercle est un monde ouvert, un open world qui s'oppose à la boîte rouge qui renferme le logo de Lego. Si Lego est le Mac du jouet, nous on voulait être le Linux. L'idée d'un jouet incomplet commence à cliquer. On nous appelait le Lego des hackers. On se faisait inviter à faire des hackathons de design un peu partout. En 2 ans, une centaine d'ateliers dans 10 pays. Et on nous demandait de faire des éditions spéciales pour les boutiques de musées. Ce que Lego Architecture ignorait. Grâce à Urbacraft, on pouvait ramener chez soi tous les musées, le musée de New York, le musée de Carnavalet de Paris, ou même le musée Sursock de Beyrouth, aussi explosé le mois dernier. Et une de nos dernières commandes, c'était le musée d'art islamique au Qatar, créé par I.M. Pei, qui avait créé la pyramide du Louvre, vous devez connaître. Bon, c'était excitant, mais crevant. Sabine et moi passaient notre vie à remplir des boîtes en plastique. Et ça, c'était quelque chose qu'on faisait en plus de notre travail officiel. Et puis, ces boîtes de musée commençaient à un peu trop ressembler à des boîtes de Lego fermées. Donc, on avait envie de changer. Pourtant, le succès du produit nous prenait vers une nouvelle trajectoire encore, le monde des startups. Petite parenthèse, le fameux livre que j'ai écrit 15 ans auparavant, de ça, avait été lu par le directeur de Parsons School of Design à New York, qui m'avait contacté une fois pour dire « J'aime comment tu penses, on est en train de repenser c'est quoi une école de design ?» et qui m'avait embauché pour les aider à faire ça. Quelques années plus tard, il me recontacte pour me dire « On est en train de lancer un accélérateur à Parsons, un accélérateur de start-up. Pourquoi vous n'en faites pas partie ?» Et c'est comme ça qu'on est allé, on s'est retrouvé à XRC Labs, à l'école de design de Parsons. Et là, on nous y apprend à parler aux investisseurs, les fameux VCs, à leur dire comment on va changer le monde avec un jouet en faisant plein de pognon. Ils nous croient, mais pour ça, il faudra ressortir de la boîte et il faudra de la tech. Urbacraft change de nom et d'ambition pour pouvoir faire plus de choses que des jouets d'architecture et d'urbain. En très peu de temps, on fait au moins 100 itérations des modules. Et avec chaque itération, on change de logo. Ça c'est les premiers, ça c'est les fameux Urbacraft pour faire les villes, et ceux de droite, c'est les MakerBrain, et l'idée c'était que c'est des modules qui voulaient être compatibles avec tout. En plus du craft, c'est des modules qui devaient être compatibles avec des Lego, des Meccano, des Little Bits, une vingtaine de produits différents. Et je vais vous dire pourquoi dès que mon truc se rallume. Donc, et avec le dernier design auquel on est arrivé, on décide de fixer une fois pour toutes le logo, un truc plus lisible, plus clair et plus simple. Et on obtient, voilà, et on obtient nos premiers prix de design.
Et on commence à créer des choses un peu pour s'amuser. C'est un système qui est fun à lui tout seul, mais qui devient très très puissant quand on y ajoute autre chose. Je vous explique. Les 3 modules qu'on a sont compatibles avec tous les autres jouets que les enfants ont chez eux. Donc ça permet de créer des jouets hybrides. Et pour nous, c'était justement la clé pour pouvoir entrer dans un marché sans être un autre compétiteur, mais plutôt un complémentaire, un produit complémentaire. Ça crée des jouets Frankenstein, uniques à chaque enfant, qui auraient des ingrédients différents. C'est le contraire des boîtes de Lego classiques, avec une notice pour construire un truc. Et c'est moins gâteau minute, et c'est plus marmiton si vous connaissez. J'ai ça dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire avec? Voilà, donc on est ainsi devenu une plateforme physique et digitale pour concevoir, partager et construire un nouvel imaginaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a justement créé l'équivalent d'un marmiton où n'importe qui peut partager les designs qu'il aurait créés pour que d'autres puissent les partager et pouvoir échanger certaines pièces pour d'autres. Par exemple, si j'ai une roue, si je veux faire une voiture, mais j'ai pas cette roue de chez Mécano, je peux prendre un couvercle de bonne maman et je fais ma roue, etc. Voilà. Et c'est un site de design de jouets sous forme donc de ces recettes avec des ingrédients interchangeables, mais c'est aussi un outil de conception en 3D pour construire virtuellement avec tous les jouets qu'on n'a pas à portée de main. On a tous rêvé d'avoir des boîtes infinies de Lego, mais avec notre logiciel, on a une boîte infinie de jouets de tous les autres jouets, en fait, pas seulement de Lego. Plus de 20 000 pièces de choses différentes avec lesquelles on peut créer des nouvelles choses. Ça permet de construire hybride dans la réalité. Comment? En achetant nos pièces. Donc c'est comme ça un peu qu'on cassait l'idée et on décourageait les gens d'acheter plus de pièces en plastique, mais plutôt d'acheter les designs tout seul. Donc ne rachetez pas de produits plastiques, réutilisez ce que vous avez, et nous on fait notre argent sur le digital. C'est le contraire du business model anti-écologique de toutes les compagnies de jouets. Qui te revendent les mêmes produits, spécifiquement les produits comme Lego, qui te revendent le même produit avec un packaging différent à chaque fois. Et c'était un peu ça, briser le diktat des compagnies de jouets, qui commence par briser les silos et les monopoles de chaque compagnie de jouets. Ça me fait penser à ce genre de choses qui se font un peu partout. En Inde, on appelle ça le jugad, vous connaissez un peu ce mot. C'est à la mode en ce moment. On apprend ça maintenant dans les entreprises. Ça s'appelle de l'innovation frugale. Et pour moi, c'est une attitude en fait envers les choses qu'on a que des compagnies comme Lego et d'autres compagnies de jouets nous enlèvent quand on est petit. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Je disais à suivre parce que on vient de s'installer à Marseille. Après tout ce truc, on ne sait pas si on va continuer Make a Brain ou pas. Et on commence une nouvelle aventure. Peut-être la prochaine fois, on racontera ce qu'on fait. Voilà.